C'est bon, on les a aperçus hier. Il y avait une petite Française qui se débrouillait bien. Oui, ça se passe bien. En fait, il faut savoir que dans Il s'agit de tennis, 10 jours exactement, c'est la première levée du Grand Chelem. Ça se passera en Australie. Et en Australie, il y a déjà une jeune fille, Alizé Cornet, pour qui ça va bien. On a des bonnes nouvelles côté français. On se rend tout de suite à Brisbane, avec l'accent, comme on dit là-bas. Alizé Cornet, regardez qui signe les balles. Elle est déjà en Australie. Elle est là-bas, à Brisbane. Et la Niçoise s'est qualifiée pour les demi-finales. Ça s'est passé cette nuit, 41e mondiale. Elle a battu la Slovaque Cibulková, qui est plutôt donc souple et qui pointe au 5e rang. C'est la 3e fois en cette confrontation que Cornet domine son adversaire. Le score 6-3, 7-5. Lui, vous le connaissez, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Il est, lui, à Doha, au Qatar, et le Monceau 12e du classement n'a eu aucun mal à se hisser en quart de finale. Hier soir, il a battu l'Allemand Dustin Brown 6-1, 6-3. En moins d'une heure, au prochain tour, il affrontera le Tchèque Berdych, qui est 10e. Le patron du circuit, c'est lui, c'est le Britannique Andy Murray. Il est lui aussi à Doha. Il s'est lui aussi qualifié pour les quarts de finale. Il a eu quelques difficultés tout de même à écarter l'Autrichien Melzer, 68e du classement, 7-6, 7-5. Et toujours au Qatar, le dauphin Moré, c'est Novak Djokovic. Il n'a eu aucun mal à battre l'Argentin Zeballos, 6-3, 6-4. En quart de finale, le Serbe affrontera le Tchèque Stepanek, 107e et issu des qualifications. Voilà pour le tennis. C'est joli ces couleurs là, violet et vert. C'est flashy. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du football. Avec un anniversaire pour Zinedine Zidane, un anniversaire qui s'est plutôt bien passé. Regardez cette tête de Zinedine Zidane, il aurait été un peu plus content quand même pour cette victoire. C'est la Copa del Rey, Coupe du Roi, 8e de finale. Le Real, actuel leader du championnat, a battu l'UFC Séville, 3e. 3-0, doublé de James Rodriguez et tête de Français Raphaël Varane. En fait, c'est un anniversaire parce que c'était un an, jour pour jour, après l'arrivée de Zizou à la tête des Madrilènes. Match retour jeudi prochain. Du foot encore avec Hugo Lloris qui félicite son coéquipier de Tottenham, Dele Alli, auteur d'un doublé face à Chelsea. 20e journée en championnat d'Angleterre. Battu, les Blues ont le blues. Ils restent sur 13 victoires consécutives mais sont toujours leaders du championnat devant Liverpool et Tottenham. Encore un petit mot de foot, ça va faire plaisir sur le plateau. Match amical hier soir à Rades en Tunisie. Première victoire 2017 pour le PSG. Les Parisiens qui ont battu le club africain de Tunis 3-0. But de Nkunku, Di Maria et Augustin. Reprise du championnat de France ce week-end. Le PSG, 3e du classement qui jouera à Rennes. Bon. On a fini? Non, non. Ah ben non. Non, j'ai encore quelques petits sports à vous proposer. Ah non, il n'a pas fini. Non, j'ai le droit de continuer. On a du temps même. On a du temps. Bah alors on va parler de basket. Profitez-en, c'est exceptionnel. Ah oui, parce que parfois on me sape comme ça. Oui, il y en a qui vous ont fait ça. Je vais aller en régie voir comment ça se passe. Du basket féminin. Allez, c'est sur la scène européenne. Les dames de Bourges, elles sont en gris. Elles ont battu chez elles les Turcs d'Hatay 68-55. 7e journée d'Euroleague. 3e victoire pour les Berruyères en Ligue des Champions, toujours en basket. Donc Le Mans en gris, ça c'est les garçons. Le Mans qui conserve la tête de son groupe après sa victoire chez les Roumains du CSM Oradea, 68e victoire en 11 matchs dans cette compétition. Du basket encore, toujours en Ligue des Champions. Villeurbanne en blanc est également leader de son groupe à domicile. L'Asvel a battu les Grecs de Salonique 70-56. 9e victoire pour 2 défaites sur la scène européenne. Une petite image, elle est du désert argentin, 3e étape du Dakar entre San Miguel de Tucumán et San Salvador del Jujuy, je l'ai bien prononcé. Victoire du Français tenant du titre en auto, Stéphane Peter Hansel. Son coéquipier compatriote il est un peu seul, reste là, leader. Ouais, c'est un grand désert, William. Il est leader, Loeb. Et en moto, c'est l'Espagnol Barreda qui est leader du classement et devant. Et on en a parlé hier, mais ça y est, il a battu son record, on le dit. C'est Robert Marchand, 22 km 547 sur la piste du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On rappelle qu'il a 105 ans, qu'il est seul dans sa catégorie. Voilà. Et qu'on attend quand même la validation de l'Union internationale. Il y a un test antidopage quand même qui va être réalisé. C'est vrai. Il avait abusé du jus de pomme? Non, mais j'espère pas. Bon, merci Grégoire, à plus tard. Isabelle a fait une grande aventure, elle s'est rendue dans le 19e arrondissement de Paris. Pas facile, hein? C'est au nord de Paris. En quoi ce centre commercial ne ressemble pas aux autres? Quelle est sa définition? On pourrait dire quoi? Il est extrêmement créatif et innovant parce qu'il s'inscrit
dans le cadre de la Villette. Et la Villette, évidemment, depuis qu'il n'y a plus des abattoirs, mais ce site qui accueille 10 millions de visiteurs par an, il y a quand même un petit côté très moderne à la Villette, et notamment à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est là qu'il se trouve. Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est vraiment un lieu de culture et de divertissement. Alors, pour ceux qui n'habitent pas ici, qui habitent à l'autre bout du monde, c'est là où il y a la Géode. Exactement. Où il y a la Géode, où il y a cette Cité des Sciences, où vous allez trouver beaucoup de débats, de conférences, de boutiques, quelque chose d'assez moderne dans la conception et dans ce qu'on peut y trouver. Donc ce centre commercial devait ressembler à la Cité des Sciences. Premièrement, il est ouvert tous les jours. Ça, c'est déjà un premier avantage. Tous les jours jusqu'à 20h. Même 1h du matin pour tout ce qui est loisirs, cinéma, etc. Deuxièmement, vous allez y trouver non pas un supermarché classique, mais des boutiques un peu décalées, avec des marques que vous ne trouvez pas forcément ailleurs, avec des marques nouvelles qui sont là pour se faire connaître, avec ce qu'on appelle des concept stores, des boutiques éphémères, où des créateurs vont vous proposer des nouveautés, des innovations, et où ça va être très différent tous les mois. Vous allez trouver aussi évidemment de la restauration très très diverse et variée, et vous allez avoir des attractions très particulières. Par exemple, oui, des attractions, parce que c'est aussi un lieu familial. On est quand même la Villette, vous avez des aires de jeu, vous avez beaucoup de choses pour la famille. Et des attractions, par exemple, celle-ci est unique. Unique, pourquoi? Parce que vous avez un tube en verre et vous pouvez faire de la chute libre. Dès 5 ans, je précise, ça n'est pas dangereux. C'est vrai qu'il y a un parc d'attractions à côté aussi. Il y a un parc d'attractions à la Villette, absolument. Et dans ce centre commercial, vous allez voir, vous avez donc ce tube en verre, c'est unique. Unique en France, et je crois même unique en Europe. Regardez, on y va tout de suite. Vous êtes sur un site qui a un positionnement atypique. Aujourd'hui, vous êtes sur une destination loisirs et shopping. 2 tiers de l'offre est constituée par une offre loisirs, 1 tiers par une offre shopping. Vous avez un tube de chute libre indoor qui est sur ce site. Ce tube est une exclusivité mondiale. Il a une hauteur de 14 mètres, un diamètre de 4,50 mètres. Il vous permet en fait de voler, de léviter en fait sur ce site, sur cette destination loisir shopping. Un loisir accessible à partir de 5 ans, sans danger. Vous êtes encadré par des accompagnants, des moniteurs qui sont formés à vous accompagner dans les airs. Autre loisir, vous avez un parc d'attractions indoor, 2500 m², consacré à une aventure intergalactique. Vous parcourez en fait un espace. Vous avez le choix entre une aventure d'une demi-heure en fait à 1h20. C'est un loisir accessible à partir de 7 ans, là aussi complètement sans danger. Alors aujourd'hui, vous êtes sur un site qui fait 30 000 m², qui regroupe 50 enseignes. Et la sélection en fait des enseignes a été faite de manière à correspondre à une nouvelle demande en fait de la clientèle. Vous êtes sur une offre shopping qui est radicalement différente de ce que vous pouvez trouver sur d'autres sites. Sur ce site-là, nous avons regroupé des marques qui sont peu connues, qui sont très différentes, qui sont pour certaines en fait regroupées dans des concept stores, dans des boutiques de créateurs, qui vous offrent du coup des produits que vous ne trouvez pas forcément ailleurs. Vous pouvez avoir du design danois à prix abordable, la boutique de créateurs éphémères qui est présente et qui regroupe un collectif d'artistes qui développent leurs produits artisanaux, 100% made in France. Et vous pouvez avoir également en fait, de la création française, purement française, en fait textile. Au niveau de l'offre restauration, vous avez une vraie diversité sur ce site. Vous pouvez choisir de passer un petit moment au Mexique, vous pouvez choisir en fait un diner américain ou simplement une brasserie parisienne. Et alors, c'est nouveau au niveau comme concept. étant comme c'est un parc d'attractions à côté d'un centre commercial, ça attirerait plus de monde et les ventes en seraient pour le coup dopées. Oui, parce que c'est un centre commercial qui n'est pas uniquement dédié au shopping. D'abord, c'est un shopping un peu particulier. On n'y va pas pour faire ses courses. Ouais. Vous voyez, c'est pas pour faire les courses de la semaine avec son chariot. C'est un shopping qui est à la fois divertissant. C'est très important aujourd'hui que le centre commercial puisse avoir une personnalité à offrir à sa clientèle, en l'occurrence une clientèle familiale, avec des attractions. Il l'a dit, c'est même pas européen, comme je dis, c'est mondial cette attraction de. Non, puis il n'y a pas que ça aussi, il y a oui. en dessous. Ouais. Voilà, donc vraiment, j'ai trouvé ça très nouveau. Alors maintenant, est-ce que ça pourrait se développer dans d'autres lieux? Oui, très certainement. Ils verront à l'usage. Ils verront à l'usage, mais il faut voir aussi que l'environnement corresponde à ce type de magasin, parce que la clientèle va avec.
c'est évident. Et là, on est dans un quartier de Paris qui est vraiment en cours de rénovation. Cette cité des sciences et le site de la Villette qui date quand même de 86. Donc ça commence déjà, on commence à avoir un peu de recul sur ce lieu qui attire des personnes qui viennent de l'autre bout de Paris, entre autres. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement réservé à la clientèle du quartier, mais c'est un lieu qui est extrêmement prisé et les jeunes y apprennent beaucoup de choses. Merci Isabelle. À plus tard. La météo, c'est dans quelques instants. Nous allons retrouver notre correspondant permanent à Moscou qui va vous raconter lui aussi une histoire en images. Elle a fait le tour du monde également sur Internet au moment des fêtes de fin d'année. Alors ça a fait rire la terre entière. J'espère que ça vous fera sourire aussi. Alors il s'agit d'une course-poursuite, mais c'est pas la plus rapide du monde. Et ça s'est passé à quelques jours d'Oel. Bonjour Dominique. Racontez-nous ça. Effectivement, c'est une histoire. Effectivement, William, c'est une histoire qui aurait pu être tragique parce que les courses-poursuites parfois se terminent mal, mais celle-ci, vous l'avez dit, a fait rire toute la Russie quand les images se sont retrouvées sur Internet et même la terre entière. Ça s'est passé peu avant Noël dans la ville de Kazan, à l'est de Moscou, au Tatarstan. Un automobiliste se fait contrôler par la police. Il s'enfuit au volant de sa voiture, direction l'aéroport. Et là, eh bien, la course-poursuite tourne, vous l'avez dit, au film comique, enfin jusqu'à ce que le conducteur se retrouve le lendemain devant un juge, comme vous allez le voir sur ces images qui ont été rassemblées par Volodya Sidorov. Ruslan Nourdinov est un ancien policier devenu détective privé, mais aujourd'hui, c'est en tant que prévenu qu'il comparaît devant un juge. Pour justifier les faits qui lui sont reprochés, il a une bonne excuse. C'est par amour, dit-il, que j'ai fait tout ça. La scène se passe à l'aéroport de Kazan, à 800 km à l'est de Moscou. Nous sommes le 21 décembre. Il est un peu plus de 22 heures. La course-poursuite a commencé au centre-ville, à 20 km de là. Elle va se prolonger d'un bout à l'autre du terminal qui, fort heureusement, à cette heure tardive, est presque désert. La suite, ce sont les caméras de surveillance qui vont nous la montrer. À plusieurs reprises, les policiers, les agents de sécurité tentent de l'arrêter, mais Ruslan Nourdinov n'a aucune intention de se rendre. Au tribunal, il expliquera qu'il avait rendez-vous avec une passagère qui devait arriver de Moscou, une femme dont il est amoureux et il était en retard pour l'accueillir à sa descente d'avion. Les enquêteurs, de leur côté, diront qu'il était sous l'emprise de la drogue. Les dégâts, heureusement, ne sont que matériels, mais l'affaire, malgré tout, suscite des inquiétudes. La police doit s'interroger sur la meilleure manière d'appréhender un conducteur qui refuse de s'arrêter. Que se serait-il passé si c'était un terroriste qui était au volant? Ruslan Nourdinov a eu de la chance. À aucun moment, les policiers n'ont fait usage de leurs armes. C'est un simple plot en béton sur le parking qui mettra un terme à sa course folle. Quant à la femme qu'il était venu chercher à l'aéroport, il apprendra plus tard que finalement elle n'a jamais embarqué à bord de l'avion pour Kazan. Ah, lui, il a vraiment tout perdu, quoi. Mais alors, si c'était dans un autre pays, je dirais par exemple les États-Unis, ce serait peut-être pris une balle dans la tête, là, non? Oui, sans doute, William. Vous savez, si les policiers n'ont pas tiré, c'est d'abord parce que cet homme, à aucun moment, ne les menaçait, il n'était pas armé. Et puis, aussi, s'ils avaient ouvert le feu, ils prenaient le risque de blesser quelqu'un, vous en doutez, dans cet aéroport, dans ce terminal qui est fermé. Et puis aussi parce qu'ils avaient bon espoir, sans doute, de finir par l'interpeller, ce qui est arrivé, puisque avec l'aide d'un plot en béton, eh bien, la voiture s'est arrêtée et l'homme a fini par être arrêté. On ne sait pas grand-chose de lui. On sait, on l'a dit, que c'est un ancien policier, qu'il a été détective privé. Ensuite, il s'est lancé sans beaucoup de succès dans l'immobilier. Donc, il est au chômage, il n'a pas beaucoup d'argent. Il doit être jugé fin février et il risque d'avoir beaucoup de mal à payer non seulement l'amende, mais surtout les dégâts qu'il a causés dans le terminal de l'aéroport de Kazan, des dégâts qu'on estime au minimum à une centaine de milliers d'euros. J'espère que vous avez votre petit bonnet en laine, hein, dites donc, parce que derrière vous, à Moscou, ça a l'air... C'est beau temps, hein? Oui, il fait frais, la température a baissé un peu, là on doit être aux alentours de -8, -10, et pour ce week-end, William, on nous annonce des températures qui devraient descendre sous les -20 degrés, -24, -27, selon les prévisions météo que j'ai consultées tout à l'heure.
Bon, ben, bon week-end, hein, si on ne se revoit pas d'ici là. Merci beaucoup, il faut sortir couvert. Bonne Oui, journée. c'est le cas de Au le revoir. Bonjour Patrice, on commence par qui alors? Bonjour William, bonjour à tous. Depuis hier, on ne parle plus que de ce livre, Erreur fatale. C'est chez Fayard, c'est signé Vincent Nouzille, un journaliste d'investigation indépendant qui raconte 30 ans d'aveuglement, de naïveté et de passivité de nos présidents successifs face au terrorisme. Alors vous auriez dû voir normalement la une du livre, mais c'est pas grave. En tout cas, une maladie de la naïveté dont on se demande quel antibiotique pourra en venir à bout quand on lit dans Le Monde qu'un postulant à la plus haute fonction, en l'occurrence Benoît Hamon, estime qu'on peut en finir avec l'état d'urgence. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, mais passons. En attendant, puisqu'on est avec Le Monde, restons-y. Le journal publie de larges extraits du livre de Vincent Nouzille, où il se confirme que François Hollande n'hésite pas, dans la guerre contre le terrorisme menée par la France au Sahel, en Irak et en Syrie, à autoriser l'élimination des ennemis d'État. On appelle ça les opérations HOMO. Pour homicide, c'est le service Alpha, le bras armé de la DGSE qui s'en charge. Et leur job, eh bien, c'est de cibler les terroristes individuellement. Formés à Perpignan, ils sont comme ça quelques centaines d'hommes et de femmes dépendant du service action de la DGSE à disposer de facto d'un permis de tuer en toute illégalité nationale et internationale. Alors évidemment, ils n'agissent pas selon leur bon vouloir, hein. Ils agissent sur ordre du président de la République qui doit préalablement valider les cibles qui lui sont proposées. Et récemment, François Hollande a confié à 2 journalistes du Monde avoir donné son accord pour 4 cibles. Mais la réalité serait tout autre. Ce sont 10 fois plus de djihadistes qui auraient été traités, comme l'on dit pudiquement. Alors de ce point de vue, François Hollande marque une rupture dans l'usage de la force, alors que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac étaient plus prudents sur ces sujets régaliens, peut-on lire dans Le Monde. Il est vrai que le déchaînement terroriste n'était pas de la même ampleur à l'époque. Alors ce permis de tuer compte autant d'adeptes que de détracteurs. Parmi eux, il y a les juges. Ils n'apprécient guère les exécutions extrajudiciaires qui, selon certains d'entre eux, s'apparentent à la réinstauration d'une peine de mort sans autre forme de procès. Mais parfois, a posteriori, on peut avoir des regrets de ne pas avoir frappé plus fort et plus souvent. Vous lirez à ce propos dans Le Monde l'histoire de l'immeuble de Raqqa. En septembre 2015, le président de la République est informé qu'il est possible de le frapper car c'est un nid de djihadistes. Mais François Hollande renonce car il n'est pas certain que l'on puisse éviter tout dommage collatéral à l'époque. Et il s'avérera que dans l'immeuble, se trouvait bien Abdelhamid Abaoud, l'une des têtes pensantes des attentats de Paris qui surviendront donc 2 mois plus tard, ainsi que des attentats d'ailleurs de Bruxelles. Tout cela est passionnant, ça s'intitule « Comment la France traque et tue les djihadistes en Syrie et au Sahel », c'est à lire dans Le Monde. Tout autre chose, je vous signale dans l'équipe le témoignage de Raphaël Enzel. C'est un journaliste brésilien, c'est l'un des 6 survivants du crash qui a coûté la vie à 71 personnes, dont presque toute l'équipe de foot de Chapecoense en Colombie le 28 novembre dernier. Il a 7 côtes fracturées, elles sont en train de cicatriser, sa pneumonie est guérie, il a quelques lésions aux pieds et il raconte « Personne n'a réalisé ce qui allait se passer », dit-il. Il n'y a pas eu de message d'alerte de la part des pilotes, les masques à oxygène ne sont pas tombés. Mais il se rappelle les lumières qui s'éteignent, les moteurs qui se taisent, l'avion qui plane et paradoxalement, l'absence d'inquiétude dans la cabine jusqu'à ce que l'avion tape. On n'a rien vu venir, dit-il. Ils sont morts heureux, croit-il pouvoir affirmer. Lui se réveillera 7 heures plus tard, coincé dans un arbuste. Il verra les lumières et il pourra signaler sa présence au sauveteur qui réalisait un dernier passage sur la partie supérieure de la colline, c'est-à-dire dans l'équipe ce matin, et c'est bouleversant. Merci Patrice. Ce genre de poste sur lequel vous écoutiez l'une des meilleures émissions de radio de tout temps, en tout cas dans notre pays, c'était Radioscopie, hein, c'est ça, le générique de l'émission de Jacques Chancel. Bon, alors le vieux Rien poste... ne se jette, tout se transforme. Ce vieux poste, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, les vieux postes SF qui sont assez beaux en général. Mais à part en faire un objet de décoration, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Désormais, il y a une jeune start-up française qui a décidé de faire les brocantes, ou si vous avez un poste dans votre grenier, de le restaurer et de le transformer en enceinte Bluetooth pour qu'il fonctionne avec votre smartphone. Voilà, c'est-à-dire que vous allez pouvoir garder votre vieux poste TSF. On va vous le restaurer entièrement, c'est-à-dire qu'on va le vider de l'intérieur pour en faire une enceinte. Et avec votre smartphone, vous allez pouvoir écouter toutes vos musiques. Ah, d'accord. Mais ça, oui. il ne sert plus comme radio.
Ah non, il ne sert Non, plus comme... d'accord. non, vous n'allez pas pouvoir écouter Radioscopie. Ça, il y a d'autres Dommage. sites qui vous permettent de faire ça. Mais ça fait rien, je mettrai ça sur Il y a des mon- sites radio vintage, vous pouvez écouter la radio avec comme ça. une vieille cassette sur un... Mais vous lecteur. pouvez faire des podcasts et les diffuser sur votre enceinte, votre nouvelle enceinte Bluetooth. Bon, alors, C'est un comment- travail d'orfèvre. On est allé dans leurs ateliers pour voir comment s'effectuait la restauration. Bonjour. Bonjour. Le concept de Charleston, c'est de prendre des vieilles radios des années 30, 40, 50 qui ne fonctionnent plus et de leur redonner une deuxième vie en changeant le système à l'intérieur, en les restaurant à l'extérieur. Je pense qu'elle date de 1945, ouais, c'est celle-là. C'était une soirée qu'on avait fait avec des amis et on avait des petites enceintes d'ordi qui étaient pas très belles, voilà. Et on les avait mis dans une vieille radio qui était là chez notre copain. Et moi, ça m'a fait un déclic. Et je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Je suis sûr que si on met un beau son dedans, que la caisse est plus... L'idée, c'est d'avoir les fonctionnalités d'une enceinte Bluetooth moderne dans un objet plein d'histoire, quoi. Je vais chercher mes radios chez des collectionneurs ou dans des brocantes ou chez des particuliers. Et je me déplace vraiment dans toute la France pour trouver les plus belles. Je fais une grosse sélection sur les radios. Quand on m'apporte le poste, c'est à partir de 450 €. Puis après, les radios que moi je vais chiner chez des collectionneurs et dans les brocantes, c'est entre 540 € et 690 €. Ça devient une enceinte, mais le son est bon. Le son est excellent. Je l'ai testé. Je l'approuve. Et en plus, vous parliez de radio, mais rien ne vous empêche de télécharger une application de radio sur votre smartphone et de mettre vos émissions préférées Ah non, mais ce qui sur était amusant, l'enceinte. c'était de tourner le bouton avec le Ah petit oui, truc mais vous pouvez vert. toujours le tourner. Il bougeait comme ça. Mais on peut leur demander d'en faire une spéciale pour vous. C'était peut-être Avec pas la le même radio. bruit, hein, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça c'était R2D2, ça. C'est autre chose. Oui, je me disais, ça me rappelle quelqu'un. C'est ça, c'est R2D2. Bon, ça Très bien. s'appelle Charlestine et allez sur leur site internet, c'est génial. Merci beaucoup. Et puis d'abord les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Éric Ciotti. Oui, Éric Ciotti qui tente de réchauffer ses relations avec François Fillon. Il fait désormais partie de la cellule riposte du candidat de la droite, alors que 8 Français sur 10 souhaitent que François Fillon modifie son programme. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Nous allons parler de vos relations avec François Fillon et de François Fillon. Mais d'abord, cette information. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis à l'encontre d'un agriculteur qui comparaissait hier à Nice pour avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya, près de la frontière franco-italienne. Ce sont vos terres, comme on dit. Il est sanctionné pour excès de générosité, c'est ça ? Bon, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Le réquisitoire du procureur vise l'organisation d'une filière qui s'assimile à une complicité avec des passeurs. Aujourd'hui, il y a des lois dans la République, il y a un problème migratoire majeur. 37 000 migrants ont été interpellés à la frontière italienne. Le département que je préside, la collectivité départementale, accueille 200 mineurs isolés dans des conditions de protection maximale, dans des structures, dans des foyers. La moitié des places de nos foyers de protection de l'enfance sont occupés par des mineurs étrangers. Donc l'organisation de ces filières est contraire à la loi. Je n'ai pas interféré dans la décision du tribunal. C'est mais un moi, sujet que vous avez porté. Hein. J'appelle au respect des lois de la République. Le problème... Ces initiatives qui s'appuient sur une générosité que certains comprennent et peuvent apprécier est contraire aux objectifs recherchés. Parce que qu'est-ce qu'il y a à la sortie? Il y a plus de flux migratoires, il y a plus de passages en Méditerranée. Les messages d'ouverture généralisée ont conduit au record de morts l'année dernière en Méditerranée. 5000 morts. C'est la fermeté qui est gage d'humanité. On n'est pas franchement dans des discours d'ouverture généralisée, en tout cas en France pour l'instant, vous Non, le savez mais bien. Ceux qui sont poursuivis le sont. C'est leur discours. Où commence le militantisme? Où commence la générosité? L'assistance à personne en danger. Ce sont des Érythréens, des réfugiés. Ce que dit cet agriculteur, c'est que souvent, il aide des gamins qui ont passé la frontière une douzaine de fois, qui sont à bout de force. Comment est-ce qu'on tranche ça? C'est beaucoup plus compliqué. C'est lui qui fait passer la frontière. C'est à la justice de se prononcer. Moi, je fais confiance à la justice. Il y a des institutions. On a un contrôle aux frontières. Pourquoi il y a un contrôle aux frontières? Parce qu'on est face à une menace terroriste. Ce qui s'est passé à Berlin démontre que la porosité des frontières est une menace. Pour moi, la frontière est une protection. C'est pas une menace. Donc aujourd'hui, il y a des règles. Franchir la frontière de façon illégale est un délit.
Ceux qui font franchir la frontière de façon illégale, alors que le rétablissement du contrôle aux frontières après le Bataclan a été instauré, me paraît extrêmement grave. Le problème, juste, c'est l'humanité, l'assistance à personnes en danger, les droits de l'enfant. C'est ça les arguments que défendent ces militants. Bien sûr qu'il faut une forme de réalisme politique, vous avez raison, mais comment est-ce que... Ces droits sont garantis. Ils sont garantis par les institutions de la République. Encore une fois, nous accueillons les mineurs isolés étrangers. Et nous en avons accueilli 1500 en 2015. Dans un cadre légal, je respecte la loi. Et j'appelle à ce que tout le monde respecte les lois. C'est beaucoup mieux qu'inventer ses propres règles et ses propres lois. Parce qu'à la sortie, c'est l'anarchie et c'est les dérives. Et on voit qu'au bout de ces dérives, il y a des drames. Ça s'appelle le délit de solidarité. Il y a des délits qui sont prévus par la loi et la justice fait respecter la loi. Allez, on parle de la gauche, de la primaire à gauche. Les candidats ont présenté leur projet, ça ne vous a pas échappé. Avec cet argument porté par Manuel Valls de dire, à propos de François Fillon, son programme pour les fonctionnaires comme pour la protection sociale ouvre les vannes pour l'extrême droite. Le point commun de tous les candidats de la gauche, eh bien, c'est de contrer le programme de François Fillon. On a l'impression que les candidats à la primaire de la gauche sont frappés d'une amnésie totale. On a l'impression qu'ils sont dans l'opposition. Mais M. Valls était Premier ministre jusqu'à il y a quelques jours. C'est sous son gouvernement que le Front National a atteint des records absolus. Aux dernières élections régionales, il y a 1 an, jamais le Front National n'a été aussi haut que lorsque M. Hollande et M. Valls ont été au pouvoir. Donc tout ça, c'est un discours de gribouille. Ils prennent les Français pour des gogos. Quel est le bilan de ce gouvernement? Pourquoi le Front National est haut? Parce qu'il y a cette désespérance sociale, parce qu'il y a eu cette casse sociale, parce qu'il y a 6 millions de chômeurs, parce qu'il y a 10 millions de pauvres, parce qu'il y a ces déficits, parce qu'il y a une désespérance pour des jeunes qui sont contraints au chômage. Donc c'est ça qu'il faut combattre et c'est ce que propose François Fillon. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Est-ce qu'il essaie de leur parler à cet électorat-là que vous décrivez? C'est une nouvelle espérance, bien sûr. Et il faut que ces personnes qui aujourd'hui sont dans la difficulté sachent que tout le programme de François Fillon est orienté vers eux, revenir à une diminution massive du chômage, comme en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, comme aux États-Unis. C'est ça un programme social. Est-ce qu'on ne change rien? On dit 6 millions de chômeurs, c'est parfait, on est les plus forts, comme le dit M. Valls. Tout ça est ridicule. C'est la nécessité de réformer une situation qui a conduit la France sur le déclin dont il s'agit aujourd'hui. Est-ce que François Fillon peut le faire avec le programme qu'il a fait élire à la primaire? Il y a eu un sondage intéressant hier qui expliquait que 8 Français sur 10 souhaitent que François Fillon modifie son programme. Est-ce qu'on peut être élu par 4 millions de votants à droite et avec le même programme, gagner la présidentielle? Sincèrement, Éric Ciotti. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de crédibilité politique. Quelle crédibilité accorderions-nous à un candidat qui changerait dès le lendemain de son élection, d'ailleurs une élection très massive, les 2/3 des électeurs de la droite, avec jamais autant d'électeurs pour cette première primaire? Ça n'est que 4 millions de votants. C'est une question de vérité et de crédibilité. François Fillon est quelqu'un de vérité. Il a toujours tenu le même discours. Dès 2007, il parlait d'un État en faillite. C'est quelqu'un qui n'a jamais varié au gré des sondages, au gré des vagues médiatiques. Donc moi, bien entendu, il ne faut pas qu'il varie. Il a été élu sur un programme de réforme, de vérité. Son programme est attaqué, caricaturé. Je dirais que c'est plutôt bon signe. Il y a les attaques venant de Mme Le Pen et de M. Mélenchon. D'ailleurs, on pourrait les marier tous les deux parce qu'ils ont le même programme. Et puis, il y a les attaques des candidats à la primaire de la gauche. C'est le jeu, c'est la campagne présidentielle, ça. Ce sont tous les bébés Hollande, donc ils sont tous détenteurs du programme et du bilan de M. Hollande. Éric Ciotti, est-ce que François Fillon, avec ce programme-là, peut séduire, on va le dire comme ça, la France qui souffre, l'électorat populaire? La France qui se lève tôt le matin. Bien sûr, parce que cet électorat doit avoir la conviction, et ce sera tout l'enjeu de la campagne, et même la certitude que François Fillon, avec ce programme, les sortira de la difficulté, du chômage, de la précarité. C'est l'enjeu, c'est redresser la France pour donner une nouvelle espérance sociale. Bien sûr, on nous dit, on est attaché à notre modèle social. Ce modèle social, c'est le général de Gaulle qui l'a construit. Mais ce modèle social, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il est en bonne santé? Bien sûr que non. Donc il faut changer, il faut réformer, il faut du courage et il faut de la vérité. La vérité, c'est la crédibilité de la parole publique. La vérité sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Nicolas Sarkozy? Oui, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il est en pleine forme, il va bien. Est-ce que les choses se passent convenablement, on va le dire, avec le candidat François Fillon? Je crois, ils se sont parlé, d'après ce que m'a dit Nicolas Sarkozy la semaine dernière.
il est soucieux, bien entendu, que notre famille politique gagne. Nicolas Sarkozy a été président de la République, il aime la France par-dessus tout, et il veut que la France se redresse. Et pour que la France se redresse, il faut que nous gagnions cette élection présidentielle. C'est la dernière chance avec François Fillon, et il le soutiendra fortement. Ça existe encore, le sarkozysme, Éric Ciotti ? Ou le sarkozysme a disparu avec Nicolas Sarkozy ? Bien sûr, Nicolas Sarkozy a impulsé une énergie, une force dans ce pays. Il a des amis, il a fait bouger les lignes. Des héritiers ? Des héritiers, je ne sais pas, je ne crois pas. Il est là d'abord, il est là et encore, il incarne... Dans la vie politique, c'est intéressant ce que vous dites. Il incarne une forme de volontarisme en politique qui est important. Il est encore là dans la vie politique, c'est ça que vous nous dites ce matin ? Il est là, naturellement. Bon, merci beaucoup Éric Ciotti, c'est à vous William. Merci Caroline, à demain. Vous ne le savez peut-être pas. Eh ben, nous sommes là justement pour ça, pour vous informer. Il existe depuis peu en France une université des patients. Alors vous connaissiez l'université pour former des médecins par exemple, mais là on forme des patients. Alors pourquoi on les forme ? On les forme sur quoi d'ailleurs ? Alors, faut le dire déjà, c'est vraiment une première, parce que c'est la première fois qu'il existe une université des patients qui, en plus, va diplômer ces patients. C'est-à-dire que ce sont des patients... Alors, pour expliquer un petit peu, il faut revenir sur le contexte de notre époque. C'est-à-dire, on est dans une époque où les patients ne sont plus passifs, ils veulent discuter avec les médecins, prendre part aux décisions médicales. Certains patients, vous savez, sont très savants sur leur maladie. Des patients atteints de maladies chroniques qui connaissent parfaitement leur maladie. Et du coup, une chercheuse et enseignante a eu cette idée de créer cette université des patients et d'offrir à des patients très très motivés une formation scientifique. C'est à l'université Pierre et Marie Curie que ça se passe, donc avec des cours, des examens à passer, puis des diplômes à la clé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils en font ? Alors 123 patients sont diplômés, ils ont un DU, c'est-à-dire diplôme universitaire d'éducation thérapeutique des patients, et ils ont le titre de patient expert. Alors qu'est-ce qu'ils font effectivement de ce fameux diplôme ? Eh bien, ils vont pouvoir travailler avec des équipes soignantes, ils vont travailler auprès de patients qu'ils vont pouvoir aider, ils vont travailler aussi même auprès, par exemple, de politiques ou de grandes instances de santé. Quand vous dites travailler, ils seraient rémunérés pour ce travail ? Oui, bien sûr. Alors certains peuvent travailler bénévolement, mais d'autres vont être payés pour travailler et donc exploiter ce nouveau diplôme qu'ils ont eu. Alors donc à quoi vont-ils servir exactement ? Réponse en images. Je suis Corinne Devos, bénévole et patient expert de l'association François au Petit. Nous privilégions avec Jean-Félix, c'est la spontanéité. Je souffre de la maladie de Crohn et en tant que patient expert, j'anime avec des personnels soignants des programmes d'éducation thérapeutique, savoir gérer la fatigue au quotidien, savoir gérer les douleurs, comprendre et gérer mes traitements. Donc vraiment des réponses extrêmement concrètes au vivre avec une maladie au quotidien. Moyen et ça va pas du tout. Ce qu'un patient expert peut apporter à notre patient, c'est déjà d'être un peu son coach, son tuteur. C'est d'expliquer les traitements, d'insister pour peut-être qu'il ne les oublie pas, expliquer les effets secondaires et surtout lui donner les trucs et astuces pour les réduire. C'est vraiment des échanges d'expérience. Et surtout, il aide le patient qu'il coach à anticiper tous les obstacles. Des obstacles dans le couple, des obstacles avec l'employeur, des obstacles dans la vie sociale, des obstacles dans la communication familiale. Je m'appelle Michèle Lopez, j'ai 34 ans, je suis atteinte d'une polykystose hépatorénale et je suis étudiante en Master 2 d'éducation thérapeutique du patient. J'ai été mise en dialyse, puis greffée il y a 3 ans et demi. La mise en dialyse s'est passée assez difficilement, psychologiquement. Vous vous mettez par 3, je vous réaffiche la consigne. Et je me suis rendu compte que de discuter avec les patients m'a permis d'aller un peu mieux. Et je me suis dit que peut-être que moi aussi, je pouvais aider les nouveaux dialysés en me formant. Et toi, tu m'expliques exactement ce que tu as vécu. Et t'imagines que moi, je dois prendre ta place pour la raconter. Voilà. Pas pour la raconter, comme si je la vivais, en fait. Les patients experts apportent beaucoup aux équipes médicales, dans les hôpitaux. Les médecins qui n'ont pas le temps d'expliquer ou qui ne sont pas sûrs si le patient a compris tout parce qu'il était sous le choc, vont demander aux patients experts de prendre le relais et donc d'aider le patient. Ils réduisent le stress dans une équipe.
Les patients experts peuvent être utiles dans toutes les instances de santé. Il existe des patients qui travaillent au ministère de la Santé, qui assistent à des réunions, qui font des recommandations pour modifier des lois. Les patients experts sont utiles au Sénat. Ils peuvent faire du lobbying et faire passer des lois en faveur de l'amélioration de la santé de toute la population. Ils peuvent faire des recommandations sur le prix des médicaments. Ils peuvent aussi remonter des informations sur le fait que dans telle pathologie, par exemple, les gens ont encore à payer beaucoup de leur poche. C'est eux qui vont donner ces informations. Alors, vous posez peut-être une question, elle est légitime, des patients qui deviennent des experts. Est-ce que le milieu médical est prêt à accepter ça? Parce qu'il pourrait dire, les médecins, bon, ça va, chacun son métier. Et chacun va rester dans son métier, c'est-à-dire le patient expert ne va pas remplacer le médecin. Hein, c'est une compétence en plus. Là, en ce moment, il y a un nouveau diplôme qui est créé, qui est en cancérologie. Donc, des patients qui ont eu un cancer, qui vont être formés de façon scientifique pendant 2-3 ans. Mais ce ne sont pas des médecins. Ce ne sont pas des médecins, mais ils pourront aider les nouveaux patients atteints de cancer qui viennent d'avoir un diagnostic difficile à mieux Ils vont relayer gérer. l'information. Ils vont relayer les informations, ils vont aider, ils vont donner des conseils, ils vont peut-être calmer un petit peu le stress. Enfin, donc, ils ont un autre métier que les médecins. Et c'est quand même une évolution vraiment très liée à notre époque et tout à fait intéressante. Merci Brigitte. Brigitte, Laura Dubois avait des choses à dire, ça concerne la santé? La santé, l'hygiène surtout. Oui. Votre douche, pour avoir une douche écolo, il y a une nouvelle innovation qui a été créée par Riki Kitagawa et Ryo Yamada. Retenez bien ces deux noms. Oui, oui. Rikiki, ça je le souviendrai. Qui sont deux Japonais. Et le Oui. principe, c'est qu'avec 20 litres d'eau seulement, vous pouvez faire 50 douches. Puisqu'ils recyclent l'eau de votre douche. 95% de l'eau écoulée est recyclée et réutilisée pour la prochaine. Il faut s'équiper avec un... Vous vous équipez de leur douche. Mais au moins, c'est écologique et c'est il faut que je prenne des transportable. douches avec Ça monsieur s'appelle Rikiki, Otaru, alors. la douche Otaru, voilà. Et en plus, elle est transportable, on a juste besoin d'une Non, elle a prise pas d'électricité. On pourrait en installer dans les loges de maquillage. Oui, ça c'est Pour le pas sûr. matin, pour se réveiller. Et est-ce que vous êtes prêt à prendre des douches avec monsieur Rikiki? Moi, je suis prendre avec Riki Kitagawa, bien sûr, Entre évidemment. autres. Je ne pense que je ne crains rien. Vous prenez une douche avec tous les gars qui se présentent 20 ans plutôt balèzes, je vous le dis tout de suite. Vérifiez quand même, si jamais votre femme, votre petite amie, vous dit je vais faire du shopping, méfiez-vous. Elle lui dit qu'est-ce que tu entends par là? Bon, allez, on va s'intéresser maintenant à l'actualité du cinéma avec La mécanique de l'ombre. C'est le titre d'un film d'un réalisateur dont on va vous parler. Et parmi les acteurs, le premier d'entre eux, c'est François Cluzet. C'est lui qui a le rôle principal. Le rôle principal, François Cluzet qu'on n'a pas vu depuis 1 an au cinéma, qu'on aime toujours autant de voir parce qu'on sait que c'est un grand acteur et qui choisit toujours ses films. C'est jamais un hasard. Tiens, un premier film, Thomas Kruithof, autodidacte, on ne le connaît pas. Il a 40 ans, il a envoyé son scénario, tellement bien ficelé, tellement bien écrit, que Cluzet a dit oui. Ce garçon-là, Thomas Kruithof, a toujours été passionné par le monde de l'espionnage. Si son scénario est bien écrit, ça tombe bien, c'est parce que c'est un film d'espionnage sur fond de thriller politique. Des complots, des trahisons, de l'espionnage, du contre-espionnage, des barbouzes. Dans le film, François Cluzet est un homme qui est au chômage depuis 2 ans. Bah oui, il a fait un burn-out. Vous savez, le burn-out, la crise d'épuisement au travail. Et un jour, un homme d'affaires énigmatique, assez glaçant, joué par Denis Podalides, lui propose un job très bien payé, mais un job pas commun. On lui demande de retranscrire chaque jour et dans le plus grand secret, à la machine à écrire, des écoutes téléphonique. Pourquoi la machine à écrire? Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert. Ça laisse pas de traces. Non, alors voilà, je me suis dit, tiens, ça se passe dans les années 80, le truc. Pas du tout, ça se passe aujourd'hui. Ah ouais. Et aujourd'hui, on a l'angoisse du piratage informatique. Voilà. On revient aux vieilles méthodes, le papier, l'analogique, la machine à écrire. Parce qu'après, ce document s'auto-détruira. Exactement. etc., Donc etc. il accepte le job, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver au piège dans une mécanique brutale, d'où le titre La mécanique de l'ombre. La mécanique brutale, c'est la mécanique des services secrets. Ben oui, il va se retrouver au fond d'un complot, au sein d'un complot. Si vous aimez les films de genre, c'est ce film-là qu'il faut aller voir. C'est très bien réalisé pour un premier film. Franchement, chapeau bas. Et puis Cluzet, il y a Simon Abkarian, Denis Podalides, Samy Bouagie, là, on n'a que des bons. On a rencontré François Cluzet. Bonjour François. Bonjour Charlotte. Enfin, un homme qui tape à la machine. Monsieur Duval,
Je vous appelle au sujet d'une offre d'emploi. Je dirige un organisme de surveillance et de contrôle qui défend les intérêts de notre pays. Le travail que je vous propose consiste à retranscrire des enregistrements d'écoute téléphonique. Alors d'abord un mot sur ce jeune réalisateur qu'on ne connaît pas, c'est son premier film. Ouais. Qui est-il? Un autodidacte du cinéma, qui n'a pas fait d'école de cinéma, qui est complètement passionné jusqu'au bout des os. Allô? Et puis un amoureux des acteurs, puisque là, le casting, c'est Paul Hallyday, Carion, Boisgila. Tout ça, c'est des grands partenaires. Tronches, hein, des... Oui, puis les partenaires, vous voyez, ils ont vraiment quelque chose dans le ventre. On ne peut pas être mauvais en face de ces acteurs-là. Pour qui travaillez-vous, monsieur Duval? Qui sont les gens que vous avez mis sur écoute? Clément, il choisit bien ses hommes, tu sais. Si t'as choisi, c'est que t'es fait pour ce boulot. Est-ce que quand on s'investit dans un premier film, on a la sensation de participer à une aventure un peu particulière? Vous avez raison, on sait bien que dans un premier film, le type n'a pas l'expérience de Chabrol au 55e film. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les bons metteurs en scène réussissent souvent leur premier film. Celui-là, il réussit. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné le temps. Vous pensez plusieurs années pour écrire le script, je crois 7 ou 8 ans. Vous ne recevez d'ordre que de moi, c'est clair? Je ne lâche rien sur ce qu'on a fait. Rien, t'as compris? Vous dites c'est le scénario parfait. Carrément, c'est un joli compliment. C'est quoi un scénario parfait? Oui, j'ai dit... Oui, vous l'avez dit. Oui, tout à fait. J'ai même dit une partition parfaite. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Vous savez ce que... Moi, j'ai aucune culture, mais Flaubert disait qu'un bon roman... C'est ce qu'on raconte. Merci, c'est gentil. Donc, mon énorme culture me permet de dire que Flaubert disait qu'un bon roman, c'est un roman qui tenait tout seul dans l'air. Comme s'il était inventé du début à la fin. Et là, il y avait dans la lecture du script quelque chose de totalement abouti. J'ai rarement lu un truc aussi... Partition parfaite, toutes les situations très inventées, tout le temps, pendant 1h30. Je pensais que tout ça pouvait être un piège. Vous avez un personnage assez taiseux, mais qui étonnamment fait passer des milliards d'émotions, parce qu'il se passe quand même des trucs. Dans sa tête. Et ça doit pas être évident, quand même. Vous me direz, c'est votre métier. Non, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'aussi, il y a deux styles d'acteurs, ceux qui composent et ceux qui vivent. Moi, je joue pas, je vis. Moi, je suis devenu acteur pour vivre. Souvent, moi, je trouve mon truc dans le regard de celui qui est en face ou de celle qui est en face. Vous, Duval, vous connaissez bien vos limites. Moi, je sais plus que personne que c'est l'acteur d'en face qui vous rend bon. Parce que c'est dans ses yeux qu'on a la vérité. On termine là-dessus, c'est très beau. Merci beaucoup, François, merci. Merci, Charlotte. Il aime bien. Hein. Toujours aussi moi, charmant. J'aime bien. Ouais, oui, ouais. charmant. Il aime bien Charlotte, je crois. Ça Aussi, sort mercredi prochain, Ouais, William. très bien. Alors, la semaine dernière, moi, j'avais Oui. rencontré Michel Boujna pour son Oui. film qui est à l'affiche depuis le 28 C'est bien, décembre, non? Le cœur en braille, très sympa, dont on a parlé. Ouais. Et Écoutez, alors je suis messager, puisqu'il m'a fait un petit message personnel pour vous. Ah bon? Par les chiffons, tous les deux, j'ai l'impression. Ça arrive, oui. Je crains le pire. Allons-y. Ce pull, c'est une... Comment dire? C'est une... Une ode? Un hommage? Oui, un hommage à William Lémergie. Pourquoi? Parce qu'il adore cette couleur. Ouais. Il a un pull de cette couleur. Et moi aussi, maintenant. Et il a les yeux bleus comme vous. Et tout le monde ne sait pas, mais en fait, William Lémergie a les yeux bleus comme moi. Voilà. Mais comme il veut pas faire concurrence avec moi, le matin, il met les yeux marrons. Et vous dites à William, ce pull, William, regarde-moi bien, jamais je te le donne. Ok? Tu vois ses yeux? Tu vois ses yeux? Je peux te les prêter de temps en temps, mais pas tout le temps. D'accord? Au revoir, William. Mais elle revient pas, hein, elle reste avec moi. Mais il dit pas la vérité. Alors? Et c'est moi qui lui ai procuré ce pull. Mais alors, mais c'est un escroc. Mais je rêve, c'est moi qui lui fournis ces pulls. Voilà, droit de réponse. Je suis le fournisseur officiel des pulls zippés de Michel Boujna. Et de couleur plutôt bleue. Plutôt bleu. Donc c'est un boulot incroyable. Mais je lui constitue son vestiaire. Voilà, c'est ça la vérité. Vous cumulez, vous avez un deuxième job. Oui, c'est un petit boulot que je fais comme ça, mais c'est que pour Boujna. Michel. Merci beaucoup pour cette information capitale. Verdun n'est plus rien. Pour ceux qui sont revenus, Verdun n'est pas loin. Ah bon? Il a chanté ça aussi, Sardou? Ouais. Ah. Et oui. Alors, c'est Verdun vu d'où, alors? Alors, c'est Verdun vu du ciel, parce que la bataille de Verdun, c'est la mère de toutes les batailles. Elle est tellement constitutive. C'est la mère de toutes les batailles. De toutes les batailles, de toutes les fractures, 700 000 morts, la bataille de position terrible, qu'évidemment, pour nous, la bataille de Verdun résonne les poilus, les tranchées, et ce qui s'est passé en bas, cette fameuse guerre de position, qu'on a d'ailleurs, entre parenthèses,
gagné, puisque finalement, ils n'ont pas réussi à prendre le terrain. Mais ce sont les débuts de l'aviation militaire. C'est-à-dire que dans le même temps, en 1914, on commence à avoir les prémices des avions qui ne vont plus se contenter d'observer, de prendre des clichés, mais qui vont aller au combat. Donc ce sont les débuts de bombarder et ensuite d'aller au combat contre les autres pilotes de chasse. Et donc en fait, cette exposition à la Cité de l'air et de l'espace au Bourget, alors là déjà, si vous passez par là, c'est extraordinaire parce que par rapport aux autres musées, vous avez quand même tout. Les avions en vrai, donc vous pouvez aller voir, c'est extraordinaire, vous êtes sur un aéroport, donc vous avez la possibilité de voir ça, et vous avez cette petite exposition temporaire qui se propose de revenir donc sur cet épisode très méconnu qui est Verdun, mais vu du côté des pilotes de chasse. Cette fois, c'est la der des der, avant la prochaine, bien entendu. La bataille aérienne de Verdun est un peu la grande oubliée de la guerre de 14-18. Parce qu'évidemment, on parle des poilus, on parle de la boue, la gadoue, les tranchées. Alors que l'as, comme ça, pilote, on se dit, oui, lui, il est indemne, il n'a aucun problème. Mais sur certaines escadrilles, il y avait parfois jusqu'à 50% de morts. Et attention, quand c'est des combats en chasse comme ça, mitrailleuse contre mitrailleuse, avec ce genre de sulfateuse qui vous tire presque à bout portant, c'est une boucherie aussi. Donc nous allons essayer de reconstituer un peu cette grande oubliée de la bataille aérienne de Verdun. À la France, donnons des airs, à la France. Alors les mitrailleuses justement, les Allemands avaient des mitrailleuses qui tiraient à travers les hélices. Et du côté français, vous avez ici un Newport. Les mitrailleuses chez nous, elles étaient sur les ailes. Alors comment est-ce qu'ils faisaient nos as? Vous avez par exemple Jean Navarre. Jean Navarre, il est pilote. Et donc, il a les manettes comme ça. Et comment il fait pour recharger? Il lâche les manettes. Il met son chargeur et il reprend les manettes. Et donc évidemment, son commandant, il disait, mais vous êtes fous, c'est une manœuvre beaucoup trop dangereuse. Et lui, qu'est-ce qu'il répondait? Possible, mais c'est plus commode. La classe. C'est moi le plus fort, nananère. Quel pâté on vous a mis? Mais la mission première de l'aviation, c'est l'observation. Alors, on connaît bien sûr les ballons statiques, mais avant les ballons statiques, vous apprendrez dans cette exposition qu'il y avait des cerfs-volants qui étaient mis bout à bout pour faire décoller la petite nacelle. Bon, le problème de la nacelle, c'est que les gars, une fois qu'ils étaient là-haut, ils se caillaient. Heureusement, on avait prévu une petite tenue. Alors la petite tenue avec Moumout, avec le petit casque en cuir qui va bien, et il y avait les bottines. Voilà, le petit 36 fillette, qui est très très joli, très saillant. Sortez-vous le nez du kaki. Il y a des tonnes, il y a des tonnes. Oh, un zeppelin! On dit, c'est beau comme aéronef, ça. Pas du tout. Parce qu'à l'époque, le zeppelin allemand, il balance des trucs comme ça sur Bar-le-Duc, sur le Neuville, sur Paris. Et donc, c'était une catastrophe, le zeppelin. Ce qui fait que le jour où on a réussi à abattre un zeppelin qui s'appelait Pirate, vous avez la une du matin qui dit « La fin du pirate ». Comment le zeppelin a été abattu? Tout l'équipage a été carbonisé. Ah oui, c'est la guerre. Hein. Tu me balances une bombe, je te carbonise. Prévert nous l'a pourtant bien dit. Quelle connerie. La guerre. Et pour terminer, la Torpedo de Georges Guynemer. C'est un as des as de l'aviation. Et les as, ils avaient la possibilité de rouler à fond les ballons, parce qu'on leur permettait tout, c'était un peu le fleuron, dans les rues de Paris. Sauf qu'il se fait arrêter avenue de la Grande Armée par des policiers qui savent pas. Donc ils lui mettent une contrenance. Et là, il descend de la voiture et il fait « Messieurs, vous avez été grossiers et vous aurez de mes nouvelles !» Clac, la porte, et puis il a jamais payé le PV. Donc si vous voulez pas payer vos prunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous devenez un as de l'aviation, de la guerre de 14 ans. Bon courage. Et foutez-nous la paix. Alors ça se passe où, ça? Alors ça se passe au musée de l'air et de l'espace au Bourget. Ah, voilà. Faut aller au Bourget. Oui, alors bon, je vais vous dire, en fait, c'est une demi-heure. Ça roule mal, faut pas y aller le matin. Voilà, faut pas y aller pendant les heures de pointe, mais ça roule très très bien. Et puis surtout, ensuite, sur place, vous allez pouvoir faire des exercices de simulation, parce que vous allez aller à l'intérieur de fausses navettes, etc. Donc vous avez, vraiment, ça vaut le détour. Et puis surtout, vous pouvez y aller tous les âges. Puisque vous allez pouvoir, votre grand-père, il va pouvoir vous raconter ce qui se passait à Verdun. Et puis de l'autre côté, si vous... Oui. Non, peut-être pas. Pour l'amener, il sera peut-être en pièces détachées, hein, grand-père. Voilà, c'est ça. Enfin, il va vous raconter ce que son père... Ouais, voilà. Ouais, bon, alors c'est peut-être pas un super exemple. Enfin, en tout cas... Oui, non, mais ça serait avec un voisin, avec un ami. C'est 1914, on est en quoi, 17 Oui, non, là, on est en 2017, là, c'est depuis pas longtemps. Ça terminait il y a un siècle, le grand-père, non, peut-être pas. Bon, en tout cas, quelqu'un qui a connu un peu cette époque-là, et puis de l'autre côté, les plus jeunes, eux, vont pouvoir s'amuser, piloter des avions, etc. D'accord. Voilà. Puis ça peut provoquer des vocations. Et pourquoi pas? Hôtesse de l'air, ou des choses comme ça. Ou pilote, même, carrément.
dating, rencontre amoureuse, qu'est-ce que l'amour vient faire là-dedans? Si. Ça vient après. Ça vient après. Si, après. Ah, d'accord. Et d'abord, on les met en présence. Il y a des façons modernes de le faire. Vous savez que les datings aujourd'hui, vous avez 5 minutes. Speed dating. On tombe amoureux ou pas en 5 minutes. Speed dating. Et on est obligé de... Non, non, vous n'êtes pas obligé. Si ça va, ça va. Après, plus si affinité. Là, comment ça se passe? Eh bien, alors, c'est un programme british, et je vais vous donner le titre immédiatement, comme ça va vous donner le ton de l'émission. Ça s'appelle Meet the Parents, diffusé sur la chaîne ITV, et ça veut dire rencontrer les parents. Pourquoi? Parce qu'ici, les candidats, en fait, sont définis, sont représentés par ceux qui les connaissent le mieux, autrement dit, leurs parents. Ah bon? Alors, est-ce que ça les aide? Vous allez voir que finalement, pas toujours. Alors, je vous rassure, on est très loin, vous savez, des caricatures des émissions françaises où les parents s'en sont mêlés, où assez souvent, en regardant, on se demandait s'il fallait pleurer ou rire, et voilà. Là, on est très loin, je vous ai dit que c'était une émission anglaise. Sachez que ça pourrait être une émission américaine. Ça pourrait être un talk-show américain, tant le casting est drôle. C'est une émission qui est basée sur l'humour. C'est fait pour vous faire rire ou c'est fait pour faire en sorte que les célibataires se rencontrent vraiment? L'objectif principal, c'est que les célibataires se rencontrent vraiment. Vous avez à chaque fois 3 prétendants ou 3 prétendantes accompagnés de leurs parents. Les 3 prétendants vont devoir quitter les lieux et laisser leurs parents face au célibataire qui va choisir... Alors, les parents s'adressent à un prétendant ou à une Ah prétendante? oui. Donc, il y a le prétendant, il y a quelqu'un qui est là et qui parle avec les... C'est pas les parents qui parlent aux parents? Non, ce sont les parents qui vendent, entre guillemets, leur enfant. C'est le mien qu'il faut que tu prennes ou la mienne parce que tu vas voir, elle est géniale. Ça, sur le principe, c'est ce qu'ils essayent de faire. Je vous propose déjà de découvrir un petit extrait juste pour voir un petit peu... C'est l'animatrice qu'on voit là derrière? Oui, tout à fait. Elle est jolie, hein? Shakira un peu. Ouais, un peu Shakira, Oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus plat, ouais. Virginie, Shakira. Bon, Youn, c'est moi alors. Et Fikra. Oui. Virginie et Fikra. Welcome to Meet the Parents, the brand new series where we match a single guy and girl with 3 possible partners. But before they meet them, they have to meet their mums and dads. Right, so mum, make sure you win me this date, otherwise you're in trouble. Don't flirt with him. And dad, for the first time in your life, control this crazy woman. Fair enough. Susie. You need to not act like my best friend. You need to act like my mum. You need to act your age and get me this date. Straight to the point. Helly now knows exactly what not to do. Holly, finally with you. Please behave yourself. Okay, our single fella is about to make his entrance. So, girls, it's about time you made your way to the den. Take your beautiful selves out of this. Bye, girls. There they go. See you in a bit. Okay, let's say hello to the boy who's choosing tonight. Please welcome Lewis. Ah ben, encore. C'est bien, alors il arrive, qu'est-ce qui se passe là? Et bien alors, là, il arrive, il s'installe et il se met à discuter avec les parents. Avec chacun d'entre eux? Avec, voilà, les filles se sont isolées dans un petit studio à côté. Il y a la photo ou pas? Du garçon? Non, la fille. Non, lui, voilà les parents. Ah bah les parents et les mamans sont censés représenter. Non, mais il voit la mère, c'est vrai, il a une petite idée. Vous faites une petite idée. Il fait un mélange, quoi. Et absolument. Les filles, elles sont isolées dans un petit studio en verre à côté. Elles assistent à tout. Elles entendent tout. Comme en général, vous avez vu qu'il s'agit de gens qui ont un peu de caractère, qui sont un petit peu drôles. Elles ont droit à un coup de fil aux parents si les parents débordent un peu et leur abîment, leur saccagent leur rendez-vous plutôt que de les aider. Et le garçon, enfin le prétendant... Elles ont le droit de conseiller leurs parents? Alors, elles ont droit à un coup de fil. Donc, il y a une boulette... Non, en disant, celui-là, il me plaît, vas-y, quoi. Ah, ben, vous tombez bien. Alors, comment ça se passe, justement, dans ce cas-là, quand le garçon plaît et que les parents abusent un petit peu, sortent des clous? Eh ben, il se passe ce que vous allez voir tout de suite. Good luck, you've got your questions, fire away. So my mum always told me that the most important thing in a relationship is honesty. What piece of advice have you given your girls? We always say, when you find the right person, you'll know it's the right person. So sweet. Okay, what about Amani? My advice regarding dating is don't do it. Never. But if you are going to do it, he needs driver's license number. Your NI number, your geolocation, the size of your ankles for the tracker. Hey, Money. Hi, could you put Dad on the phone and then Mum, possibly? Yes. Hello, who is it? Dad. Oh, Imani, how are you?
Dad, I was literally just going to say, do not scare this guy away. I actually like him. I will be furious with I'm you. not scaring him away. I just said I would chuck him down. But I will protect him as well, don't worry. Son summum. C'est énorme. Non, mais enfin, Il est le drôle. casting est formidable parce qu'ils sont très so drôles. great. Et voilà comment est-ce qu'ils arrivent à faire, ces Anglais, d'une émission de dating, si vous voulez, un peu classique sur le principe, un drôle. moment... Ouais, mais il faut trouver les bons clients. Hein. Oui. Ah oui. Ouais. Ils les ont. Merci. Merci Anissa. à vous. Mademoiselle, Mademoiselle Laura Duweb, des choses à vous dire. Ça concerne la même chose? Non, c'est autre chose. Non, c'est justement si C'est un vous avez sujet qui envie de vous faire une intéresse bonne pas, action, ça. une vraie bonne action. Ah. Donc il y a un site qui s'appelle Gooddeed, mais vous n'avez plus les moyens de faire cette bonne action et de faire des dons parce que vous avez tout dépensé à Noël. Eh bien, il y a un site internet qui s'appelle gooddeed.com dont le principe est simple. Vous dites ce que vous voulez donner. Si c'est un arbre, vaccin, repas, soutenir les femmes ou même soutenir l'éducation et offrir des livres, vous cliquez sur ce que vous souhaitez donner et qu'est-ce qui apparaît? Une publicité. Et donc vous regardez cette publicité pendant 20 secondes et ça crée un don et vous n'avez pas besoin de sortir vous-même de l'argent de votre portefeuille. C'est le site et les publicités qui le font directement et je trouve ça très intelligent. On peut donner un ami aussi? Ah, pas bête, ça. Et j'ai Un proposé... vaccin, c'est ça? Pardon? Vous avez dit un vaccin? On peut donner des vaccins, voilà, Oui, financer des payer des vaccins, vous vaccins. choisissez ce que vous voulez financer. Ah, d'accord. Oui, payer des vaccins, pas... Payer des on fait vaccins, la- payer finance un la vaccin. reforestation, payer des pull à Michel repas, Boujna. soutenir des femmes Un battues, pull à Michel Boujna. offrir des livres à ceux qui n'en ont pas. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Je peux offrir un pull à Michel Boujna aussi Non, et alors par contre, c'est augmenter le salaire de Télématin. Vous voyez, c'est juste la case Ah non, qui je vais est pas. juste à côté. Augmenter les salaires. Encore le vôtre? Mais non, le mien, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été augmenté. Je vais créer un site rien que pour nos salaires. Oui, ben on va essayer de cliquer, là, ça marche pas, ça n'existe pas. Pas encore, pas encore. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Il y en a d'autres qui vont venir. Mademoiselle Laura Alors, Duweb je a vais des vous choses parler à nous dire à propos de... Oui, si vous cherchez un stage bien rémunéré et plutôt agréable, 3 semaines payées 3 500 €, donc c'est plutôt raisonnable et plutôt bien payé. Il faut juste être sur Instagram. Alors, William, vous qui prenez des photos régulièrement et qui les postez sur Oui. l'Instagram de Télématin, Oui. voilà, c'est une société de croisière qui, plutôt que de prendre un community manager, se dit on va prendre quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, on va lui demander de prendre des photos pendant 3 semaines Vous de avez toute bien la fait de tomber croisière. sur moi, ça. Alors Voilà, là. et vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire et participer à ce stage. Et c'est aussi l'occasion de vous rappeler que nous aussi, Télématin, on a un compte Instagram très actif sur lequel on poste les photos des coulisses des tournages de Télématin et des émissions. Ah oui, c'est vrai. Regardez. Voilà comment ça se passe Alors, en fait en vrai Télématin. Des photos récentes, hein, en Voilà. plus. Des photos récentes qui datent du Mannequin Challenge. Mais il n'y en a pas d'autres depuis? Il y en a plein d'autres qui ont été postés. Mais en principe, tous ceux qui partent en reportage, il y a, dans Télématin, il y a des équipes qui tournent 52 par semaine. Loïc Ballet est très actif. 52 par semaine, ça fait 52 reportages. 52 équipes, des équipes, ils sont 3, 4. Voilà. On est compte le nombre de gens qui peuvent poster des photos sur Instagram, voilà. Mais on n'est pas payé 3 500 € pour ça. Ah non, pas vous. Non, c'est vrai, je regrette. Mais Voilà. ça, on va en rester là pour l'année 2017.